Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Dominique. Dominique est entraîneur de marche nordique et il est très investi dans ce milieu depuis des années. Il est même à l'origine de la marche nordique en Bretagne et c'est lui qui a aidé à faire émerger ce sport en France. Vous allez le voir, il est très investi pour une marche nordique qui préserve la santé et il mène un combat contre la FFA pour que certaines règles soient inscrites et respectées. Vous allez le voir, il est très investi et passionné dans cette mission. Très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Ok, d'accord, allez, c'est cool, c'est cash. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Dominique Nabusset. Alors Dominique, figure-toi que moi je te connais de par ton activité sur les réseaux où tu interviens souvent sur la marche nordique et donc c'est comme ça que j'ai découvert ta pratique et ta connaissance plus largement. Comment vas-tu, Dominique ? Bah, plutôt bien. Merci François de m'inviter parce que c'est toujours une chance pour moi de pouvoir parler de mon sport et de mes activités et comment je suis arrivé à, à faire de la marche nordique ou du trail et plein d'autres sports. Donc voilà. Top, génial. Bah écoute, c'est un grand plaisir, vraiment. Comme on le disait un petit peu en off juste avant, la volonté du podcast, c'est d'essayer d'ouvrir sur d'autres sports que celui qui est le mien, qui est le trail, et d'essayer d'aller un peu à la rencontre d'autres univers. Et en plus, je suis convaincu qu'il y a pas mal de parallèles à faire, et notamment sur la marche nordique, forcément, parce qu'en ultra, on va utiliser des bâtons. Donc, il y a des choses à apprendre. Alors, avant qu'on rentre dans le vif de tous ces sujets-là, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bah, c'est ce que j'allais te proposer parce que je pense que c'est la base. Donc moi j'ai 50 ans, je suis originaire d'un petit village des Côtes d'Armor qui est Pléneuve-Valandré, d'un petit port de Daouette. Donc j'ai toujours pratiqué le sport en général, aussi bien par la localisation où j'habitais avant, la voile, où j'ai pratiqué tous les niveaux pour aller après sur du petit optimisme à faire un peu d'équipe. J'ai fait un peu de fireball, j'ai fait du bateau de sélection, du Tour de France à la voile, des choses comme ça. Et puis comme j'ai été un enfant qui était plutôt asthmatique, on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse du sport. Donc j'ai pratiqué tous les sports possibles que je pouvais faire à l'école. Et j'ai continué après, une fois que j'ai passé l'école, j'ai continué à pratiquer plein de types de sports, dont du tennis de table à haut niveau. J'ai fait du karaté pendant 10 ans et très peu de foot, 1 an et demi de foot maximum. Autrement, j'ai fait tous les sports collectifs possibles, volley, beach volley, voilà. Et puis après, je me suis exilé par le biais du travail. Je suis arrivé en Ille-et-Vilaine. J'habite à côté de Vitré, où là, ben, j'ai joué au tennis pendant pour quelques années. Et puis, une blessure au poignet m'a fait penser qu'il fallait que je fasse une petite reconversion. Et puis, j'ai vu c'était il y a 12 13 ans, la marche nordique n'était pas du tout connue, et j'étais l'un des premiers à me lancer dedans. Donc je me suis lancé dans la marche. J'avais donc pas un très gros physique parce que je courais maximum 30 minutes avant, voilà, quoi. Et ça va être le cas pendant 5 6 ans. La marche nordique va me permettre de avoir comment on appelle ça, une condition physique qui va dépasser ce que je pensais. Et euh, et puis je voyais que je pourrais raconter aussi des choses sur la marche nordique, mais je reviendrai après. En fait, le physique que j'ai eu en marche nordique m'a permis de repartir dans la course à pied. Et c'était pour moi aussi la possibilité de participer à des courses, parce qu'il n'y avait pas de course de marche nordique il y a 10 ans. Donc il fallait bien que j'aille sur les courses où il y avait des trails, des courses nature et des choses comme ça. Donc j'ai écrit 250 lettres aux organisateurs en Bretagne. Je leur ai demandé est-ce que je pouvais juste partir après après les coureurs. Et au début, j'ai eu que 6 ou 7 réponses. La marchandise qui connaissait pas, tout le monde rigolait sur moi, tout le monde me disait je vais au ski, qu'est-ce que je fais là et tout, et pourtant j'arrivais avant les derniers coureurs. Donc au fur et à mesure, j'ai progressé, et puis je marchais aux alentours de 8 9 km heure. Donc ça permet de rattraper une cinquantaine de personnes, et puis à commencer à nous prendre au sérieux. Donc après, C'est marrant ça, cette histoire-là ah ouais, c'est ça. d'arriver à faire un peu un pied de nez
aux organisateurs qui rigolaient. Alors j'imagine que ceux qui t'ont laissé prendre les départs, c'était peut-être les plus ouverts Oui. parmi les autres. Ah ouais, ça a pas été facile et donc en parallèle de tout ça, moi j'ai créé ce qu'on appelle le Challenge Nordique Bretagne. Donc j'avais la chance j'ai fait un petit site internet. J'ai commencé donc avec 4-5 courses et puis tous les organisateurs d'événements qui voulaient bien participer, je les mettais dans mon challenge. Donc il y a eu des marcheurs après à intégrer. Donc les premières courses qu'on a fait, c'était dans les années 2000, 2011. Il y avait 3 courses en Bretagne. Donc il y avait rien quoi. Mais on était 14, 15 à prendre le départ quoi. C'était bon, c'était marrant quoi. Donc là il y avait un petit décalage quoi. Ils nous laissaient partir 10 minutes après. Donc on faisait une course dans la course. Hein. Bon voilà, ça les dérangeait pas de toute façon. Le temps qu'ils remettent les prix et on arrivait sur les lignes. De toute façon on passait inaperçu. On nous regardait pas. Bon c'est pas grave. Et puis au fur et à mesure des années, mon petit chiffre de 5-6 est monté à 55. J'avais 55 courses dans mon challenge. Donc à partir de là, ça devenait sérieux. Donc c'est plus moi qui demandais à venir faire la marche nordique, c'était des organisateurs qui me demandaient si je pouvais intégrer leur course dans le challenge. Et là, on est devenu très sérieux au niveau de la marche nordique. On s'est dit tiens, ça c'est vraiment un sport, il se passe quelque chose. Euh, une autre parallèle, c'est que le fait qu'on avait beaucoup de courses en Bretagne, ce qu'on appelle la redondance des courses, ça veut dire beaucoup de marches nordiques, et on a eu sur la scène française FFA, les courses donc labellisées, tout ça, des titres. On a eu beaucoup de champions de Bretagne, beaucoup de champions, donc beaucoup de médailles ont eu lieu grâce à ça, quoi. Donc je peux dire en quelque sorte que je pense que j'ai bien développé la marche nordique dans l'Ouest, mais aussi sur la France. Voilà. Hmm. Donc, Bravo, hein, bravo voilà. parce que ça demande Ouais, du temps, de la ouais. persévérance, du courage parce que organiser une course c'est jamais simple. Organiser un challenge, ça doit être encore une autre paire de manches. Alors oui, Et, et un euh, et challenge sans récompense en plus au départ, et on leur donnait rien, les gars, juste un titre. Mais à nos âges, est-ce que c'est important d'avoir une médaille ou c'est comme ça? Non, ce qui est important, c'est d'être reconnu par ses pairs, quoi, par ses adversaires. Voilà, c'est ça qui était bien la convivialité, quoi. C'était hmm, euh, c'était plein de choses comme ça, comme elle est le trail, hein. On s'entraide, voilà. Et alors, euh, et c'est- aujourd'hui, ouais, je vais terminer juste comme ça sur vas-y, le vas-y, vas-y. sur le challenge. Le challenge, moi, je l'ai arrêté il y a 2 ans parce que j'ai noté que l'évolution de ce sport, comme dans tous les sports, des fois il y a des choses un petit peu néfastes. Et aujourd'hui, des gens étaient prêts à tout pour gagner en fait, et on n'était plus tout à fait à l'origine de ce que moi je voulais concernant les techniques de la marche, qui pour moi est une technique qui doit être respectée et non pas inventé quoi. Et bon voilà, aujourd'hui, voilà, c'est ça le problème, c'est que il y a un peu d'ego, les gens sont attirés par les lots, comme je dis souvent, alors entre guillemets, je dis toujours gagner du pâté, des choses comme ça. Voilà, franchement, je m'en fous quoi. C'est c'est pas ça qui compte quoi. C'est d'être en bonne santé et aller faire du outdoor quoi. Ça c'est le pied quoi. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on est beau quand on marche super bien quoi. C'est bon. Voilà. C'est Alors justement, on va y venir gentiment. ouais, ouais. C'est un sport que j'ai découvert. Alors par curiosité, en fait, de par ton activité, je suis allé regarder quelques-unes de tes vidéos que tu fais sur YouTube. Euh, et en fait, j'ai découvert, hein, très honnêtement, hein, un sport qui est ultra technique, en fait, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est bon, on marche avec une paire de bâtons, puis voilà, quoi. Mais en fait, bah non, pas juste, et puis voilà. Il y a pas mal de choses à apprendre et de techniques à acquérir. Alors, est-ce que tu peux nous les décrire, ces techniques Alors à apprendre? Alors oui, c'est ça en fait le paradoxe, c'est un sport qui est hyper technique et il y a des raisons pour qu'il soit comme ça. Déjà la première, c'est que moi je dis toujours, c'est peut-être le mot marche nordique qui n'est pas adapté en fait on devrait appeler plutôt ça marche nordique technique ou confirmée ou Athlétique. athlétique peut-être, mais voilà aujourd'hui dès qu'on a des bateaux on dit marche nordique, mais non c'est la marche nordique c'est pas ça. La marche nordique c'est des règles sur déjà on va parler déjà sur on doit respecter un certain nombre de critères. Donc ce qu'on appelle la poussée. La poussée avant, c'est un coude qui doit dépasser le tronc. La poussée arrière, c'est une main et un bras qui doit être déplié à l'arrière des fesses.
Donc voilà, ça veut dire aussi au niveau des hanches, pas d'oscillation de hanches comme ferait un marcheur athlétique où là c'est tout en oscillation. Le but de la marche nordique, c'est de faire justement un sport qui peut durer dans le temps et non se faire mal, parce que le déhanchement, on peut pas faire de la marche athlétique jusqu'à 80 ans, ou alors où on est en super condition et puis on n'a jamais eu de problème. Donc c'est ça, c'est aussi une attaque talon. Il faut toujours attaquer talon, contrairement à la course à pied où là on va attaquer plutôt bout du pied ou plante du pied. On doit, ce qu'on appelle, ne pas avoir une oscillation d'épaule. Ça veut dire que les épaules peuvent aller de l'avant vers l'arrière, mais pas de haut en bas. Tu vois, il y a un certain nombre de règles à respecter. On n'a pas le droit d'abaisser son centre de gravité. Alors ça, on pourrait dire oui, mais des fois dans les descentes. Alors justement, ça c'est aussi un sujet qu'on pourra parler parce que moi j'ai mené depuis ça fait déjà 7-8 ans que je mène entre guillemets mes idées au sein de la FFA où je suis pas forcément écouté, mais ça c'est dommage, et j'ai mené vraiment un gros combat depuis 7 mois pour parce que des choses n'allaient pas sur des circuits qui étaient compliqués, et par exemple l'abaissement du centre de gravité dans une descente, c'est presque obligé de s'abaisser alors que le règlement nous l'interdit. Bon, il y a des choses bon, voilà, c'est un certain nombre de règles, mais faut bien comprendre que toutes ces règles-là, ça permet aussi à l'athlète de, de, déjà d'avoir un beau geste comme ferait un skieur de ski de fond, et aussi de tenir au niveau de pas avoir de la casse, quoi. Tu vois, c'est super important, parce que à vouloir faire des tests ou des marches alternatives, on va très vite. Alors comme on verrait souvent des anciens se promener avec des bâtons, ils ont plus les bâtons devant, mais ils sont en train de se détruire en fait, parce que c'est pas une marche qui est naturelle. La marche nordique est quand même naturelle, donc ça doit être relâché et élégant. Voilà, c'est ça que je veux dire sur la marche nordique et son règlement. Donc c'est toute une batterie. Il faut pour ça prendre des cours parce que ça c'est important. On n'arrive pas comme ça en disant je vais faire de la marche nordique, c'est facile. Non. Et souvent j'ai souvent moi-même emmené des gens qui étaient bons en course à pied venir faire de la marche nordique, et là ils sont tombés sur un hic parce qu'ils n'ont pas compris que leur cardio était en train de monter en flèche, quoi. Alors, ce que je dis souvent, la course à pied, c'est à peu près 65% des muscles qui sont en fonctionnement. La marche nordique, c'est à peu près 80%. Un peu d'humour, peut-être, on va rajouter. C'est peut-être pour les femmes, c'est peut-être 2% de plus, parce qu'elles ont tendance à un peu parler par rapport à nous. Mais bon, quoique. Mais voilà, quoi. Et alors, seule la natation pourrait offrir, au niveau capacité physique, musculaire et tout ça, supérieure. Alors, pour ça, il faudrait savoir nager déjà toutes les nages. Alors, je suis pas sûr que tout le monde sait nager tous les nages, et nager tous les nages très longtemps. Alors que la marche nordique, on peut marcher entre 30 et 2h30 en marche nordique. Alors on va marcher en marche nordique, mais pas, on va quand même être beaucoup en faute sur cette période-là. Moi, j'arrive aujourd'hui avec difficulté à essayer de tenir 1h30 en étant concentré sur une course bien précise, des courses par exemple labellisées FFA, où là je suis vraiment dans mon monde, quoi. J'arrive vraiment à, et bon, et je pense encore sur cette période-là, je dois être peut-être 20%, 25% du temps peut-être en faute. Donc tu vois, c'est un sport quand même qui est très exigeant, mais qui apporte beaucoup, quoi. Je te laisse prendre la Bah, suite. mais c'est hyper intéressant parce que dans le milieu du trail, on a souvent l'utilisation de bâtons, notamment sur les trails de montagne, où on part pour plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines pour certains. Et pour autant, on voit beaucoup de gens qui en fait qui promènent leur bâton plutôt que de s'en servir réellement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et conseiller à ces gens-là? Alors, oui, alors moi, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pratique aussi la course à pied. Alors pas comme vous, je suis pas encore un ultra. J'essaye, j'essaye de progresser. Aujourd'hui, je vais arriver à peut-être bon, cet été à 58 km en trail. Et alors, j'ai observé à la télé en live l'UTMB, parce que beaucoup dans les 100 premiers, il y en avait au moins 80% qui avaient des bâtons. J'ai regardé comment ils marchaient. J'ai moi-même été faire le Ménestrel il y a 2 ans. J'avais mes bâtons et d'autres avaient des bâtons. J'ai regardé aussi, j'en ai rattrapé pas mal dans les phases de montée, parce que en fait, en trail, on a tendance à avoir des bâtons. Vous lancez les bâtons devant tout le temps. Vous êtes que sur la propulsion avant, et le ratio en fait.
vous perdez beaucoup d'énergie, quoi, énormément d'énergie. Alors pour ça, moi j'envisage peut-être dans quelques temps de faire peut-être une vidéo spécialement pour vous, les trailleurs, pour essayer de vous améliorer votre geste et comprendre en fait que l'utilité de la propulsion arrière. Euh, voilà, ça demande peut-être dans l'instant un effort physique parce que vous n'êtes pas habitué, mais en haut de la côte, je suis sûr que vous repartez en courant tout de suite, quoi. Tandis qu'en balançant vos bâtons comme vous faites, parce que c'est ça que vous faites, je pense. Toi, François, peut-être que quand tu as des bâtons, tu les lances, tu lances tes deux bras devant et tu tires pour monter, c'est ça, hein. Tu Sur les côtes les plus raides, effectivement, on envoie les 2 bâtons simultanément et puis devant, ouais, ouais. on Et pousse, ouais. alors que en fait le bâton, il y a deux choses. Vraiment la pente est forte, le bâton devrait juste être dans l'axe de la jambe. Ça veut dire qu'il devrait en fait monter et descendre le long de ta jambe tout le temps pour avoir le meilleur ratio possible. Et quand la pente est moyenne, on pourrait même dire qu'on dégage derrière avec ce qu'on appelle des épaules qui vont vers l'avant et vers l'arrière, comme ferait un coureur à pied classique, quoi. Donc ça donne une certaine force dans la montée, tu vois. C'est bon. Mais ça, c'est technique. Faudrait faire un petit stage ou faire une vidéo pour vous montrer, quoi. Mais c'est surprenant d'ailleurs que d'ailleurs les gens, les trailers, vous achetez des bâtons, tout ça, et puis vous partez comme ça, et finalement, ben le ratio de puissance n'est pas là. Et en plus, je pense que vous utilisez aussi dans les descentes les bâtons. Ça va être un peu plus facile, je pense, pour vous. Alors non, moi je trouvais Non? je te non plutôt, je dirais plutôt l'inverse, que c'est plus facile à utiliser dans les montées parce que dans les descentes, bah, ça va plus vite et je trouve que la précision de pose nécessite, quand même une vraie habitude de Ah oui. l'utilisation de ces bâtons, parce que sinon ça peut vite être, je fais attention à où je pose mes bâtons plutôt que là où je pose mes pieds. Donc je suis, D'accord. là-dessus, moi je Ouais. dirais plutôt que c'est l'inverse, ouais. Alors la petite différence aussi, c'est que dans la marche nordique, nous on a ce qu'on appelle des gantelets sanglés. Vous avez des mains libres en fait. Ça veut dire que vous pouvez les enlever tout de suite. Pas Euh, toujours, ça Pas dépend des toujours. bâtons aussi, ouais. Ah oui, d'accord. Parce Ouais. que moi j'ai les Lecky, on a les deux options sur le bâton trail et bon. Mais comment dire autrement? Vous êtes quand même sur les grandes courses, vous marchez quand même. Alors bon, pas les bons ou les superstars, mais il y en a quand même, il y a quand même un sacré, vous avez un ratio à marcher quand même qui est quand même assez fort, quand même. On va dire dans le trailer moyen sur un 50 km, il y a quand même, je pense, 30% de marche à pied. Enfin, je dis ça, bon, Mmh. peut-être que je suis Oui, loin. oui, facile, facile. Ouais, ouais. Et alors Ouais. toute cette phase-là, ne pas savoir utiliser les bâtons, c'est quand même un peu dommage. Et on pourrait imaginer un gain en minutes, je sais pas, moi peut-être, je sais pas, 20 minutes quoi, peut-être qu'il gagnerait si avec une utilisation des bâtons. Et en plus, il se reposerait quoi dans ces phases-là. Bon. Après, je rêve peut-être, hein, mais je pense il y a quand même à s'améliorer. Moi, je l'ai vu parce que je suis pas un grand spécialiste de la course à pied, je cours comme je peux. Et au Minestrike, dans les montées et tout ça, bah, c'était flagrant, quoi. Moi, je les ai rattrapés, j'en ai rattrapé beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça m'a même surpris que les gens, dans les montées, bah, étaient si faibles, en fait. Mais bon, c'est Bah, parce ça, que je pense. c'est primordial et ça, l'apprentissage de la marche, que ce soit avec ou sans bâton, c'est quelque chose qui fait ou qui doit faire partie de l'entraînement et c'est quelque chose qui peut être travaillé lors des sorties longues, Ouais. qu'on va faire, de savoir marcher tout simplement, en fait et puis de pas se dire, «Je suis en train de marcher, je ne m'entraîne pas». Non, 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 la phrase, «marcher, c'est tricher», ça ça Ouais, vaut peut-être en athlétisme, ou en cross, ouais, ouais. mais pas en trail. Alors moi, quand je dis je pratique la marche nordique, mais je pratique aussi ce qu'on appelle la marche active. Ça veut dire une marche un peu militaire, tu sais, avec les bras, avec beaucoup d'amplitude. Ça, je le fais de plus en plus parce que on peut pas tout le temps marcher nordique parce que c'est quand même épuisant, fatigant. Et puis ça permet aussi de se relâcher. Et aussi, je pratique ce qu'on appelle la marche Audax. La marche Audax, qui est, alors là, c'est pas mal aussi. C'est une marche à allure régulière qui est une moyenne de 6 km/h, mais ça peut monter jusqu'à 100 km. Certains vont jusqu'à 150, 200 km, mais toujours à la même allure, avec des règles bien précises de pause. Et ça, c'est intéressant aussi les ultra-trailers devraient
devrait s'y mettre parce que on apprend beaucoup sur la façon de marcher et aussi euh, sa capacité mentale à tenir une distance. Ah, j'ai mon petit chien qui aboie. Ouais, C'est pas grave, on mais bon. salue ton petit chien qui prend part au podcast, c'est ça, Ouais. c'est les aléas du direct, moi j'adore. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est vraiment primordial de s'intéresser à ce sujet qu'est la marche parce que encore une fois, hein, le trail et l'ultra trail, c'est un sport qui est ultra complet, où il y a beaucoup de choses à maîtriser, à apprendre, à acquérir. Se dire qu'on va tout apprendre d'un coup, c'est une erreur. Euh, et, et du coup, le fait de se dire la marche, je vais essayer de la travailler peut-être sur un certain bloc d'entraînement et puis essayer de développer cette compétence consciemment, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, effectivement. Oui, oui. Et donc le sujet de la marche, ben forcément. Et puis on peut pas tout le temps courir. Vous pouvez pas tout le temps courir. C'est pas possible ça. Et puis comme on parle de plus en plus. Alors aujourd'hui ça devient un peu la mode, mais croiser les sports c'est super important. C'est super important. Le croiser, faire du vélo, marcher, courir, faire du longe-côte par exemple. Cet été, moi j'ai préparé mes championnats de France de marche nordique en montagne en faisant beaucoup de longe-côte. Ça veut dire voilà, j'étais sur la plage du Val-André. Et puis j'ai beaucoup. Alors j'ai pas fait tout à fait le vrai launch coat parce que le vrai launch coat c'est au plexus. L'eau doit arriver au plexus. Moi j'ai vraiment travaillé le bas du au niveau des hanches pour vraiment travailler la puissance. Alors je marchais, je regardais mes allures, j'étais à 2,8 km/h sur 5 km. Donc c'est pas beaucoup, hein, mais je pouvais pas aller plus vite. Donc mais quand on sort de l'eau après, on fait des séries de 9, 9,5 quoi en marchant. Ça c'est fou, hein, c'est voilà. C'est Autrement vrai que que le longe-côte, c'est pareil, ça c'est un des sports qui est en plein essor quand on se promène au bord de mer tous les dimanches, le samedi, il y a toujours du monde en train de faire du longe-côte. ouais, c'est très bon. Ouais. Et puis on pourrait penser que c'est un sport destiné aux personnes âgées, mais en fait non, il y en a de tous les âges. J'ai Oui. même ma femme qui était intéressée par en faire à un moment parce que ça lui faisait du bien, quoi, tout simplement. Les triathlètes aussi courent aussi un peu dans l'eau aussi. C'est voilà, c'est important. Alors il est une petite aparté, c'est qu'il existe quand même plusieurs. On va peut-être parler des différents types de marches qui existent. Donc on a parlé, il y a la marche nordique, ça c'est voilà. On a parlé, il y a la marche athlétique qui est très connue. Bon voilà, c'est celle qu'on retrouve avec Johan Diniz, des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle la marche afghane. Là, la marche afghane, aussi, encore beaucoup de choses à apprendre. C'est une marche, on utilise la respiration. C'est une marche de type, je dirais, c'est une chanson avec des refrains et des couplets. Par exemple, on va inspirer sur 3 pas, on va expirer sur 2 pas, on va faire des apnées, on va, on va modifier, euh, la chanson au fur et à mesure qu'on évolue, en fait. Et c'est une marche qui entraîne aussi pour le running des choses magnifiques, quoi. Par exemple, savoir faire ce qu'on appelle l'apnée, ça permet de faire l'échange gazeux. Ça veut dire laisser le temps de l'air de rentrer dans le corps et de voilà, de bénéficier de plein de choses. Ça, tu connaissais la marche afghane peut-être? Non, pas Non, pas trop. du tout. Ah bah ça c'est top hein, quand on peut. Mais alors ça demande une concentration mentale terrible. Alors quand on court c'est peut-être plus simple parce qu'on va peut-être se moi, je sais que quand je suis bien en course à pied, je vais inspirer 2 fois. Je vais faire 2 bonnes inspirations. Je vais faire rentrer l'air au maximum et après, je fais une apnée de une seconde, une demi-seconde peut-être. Je sais pas combien de temps ça dure en fait. Et après, je souffle longtemps. Comme ça, j'évacue tout l'air et je recommence comme ça. Et quand je cours comme ça, ben, je me sens très très bien. Mais ça, je l'ai appris grâce à la marche afghane. Donc j'ai parlé tout à l'heure qu'il existait la marche au Dax. Donc ça c'est bon. Voilà, vous avez vu ce que c'était. C'est une marche à allure soutenue et sur des règles précises. Il existe aussi la marche trek. Bon, le trek, voilà, sac à dos, on va se promener. Voilà, ça c'est la randonnée, la marche pédestre traditionnelle. Et comme on a parlé, le longe-côte. Le longe-côte fait partie des catégories de marche qui existent dans tous les types, quoi. Donc, Et du coup, maîtrise. comment c'est organisé les compétitions de marche nordique?
Enfin, il y a un challenge, tu dis, et tu nous as dit qu'il y avait un championnat de France. Enfin, Alors le championnat. ça s'organise comment le circuit? Alors aujourd'hui, c'est la Fédération française d'athlétisme qui est mandataire de l'organisation du championnat de France par le biais de la jeunesse et des sports qui leur a un peu donné le bébé. Parce qu'au départ, il y avait 3 fédérations. Donc, mais bon, aujourd'hui, tout est comme ça. C'est la FFA qui est mandataire pour organiser le championnat de France. Donc, il y a donc un championnat de France par an de marche nordique qui va sur différents sites. Alors, cette année, on était à Autran, dans le Vercors. Cette année, ça va être en région parisienne. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le championnat de France. C'est la course pour moi, c'est la plus belle des courses parce que c'est la course d'un jour, le jour J, quoi. Faut être prêt, et puis voilà, quoi. Et autrement, il existe pour moi un autre championnat qui est organisé par la FFA. Là, pour moi, qui est un petit peu différent et qui est peut-être enfin personnellement moins intéressant, c'est ce qu'on appelle le Marche Nordic Tour, qui lui, c'est un cumul de points sur des courses en fait. Tu vois. Donc ils ont fait quelque chose pour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses finalement, parce qu'en fait il y a un développement qui est pas au rendez-vous du tout au niveau de la FFA, alors qu'il y a aujourd'hui il y a beaucoup de monde à faire de la marche nordique et le développement pour moi n'est pas à la hauteur de l'argent qui récolte par rapport à la redistribution pour lancer ça. Il faut savoir qu'en Allemagne aujourd'hui il y a autant de marcheurs nordiques que de coureurs à pied. Donc au niveau des sports, des magasins de sport et tout ça, il y a un potentiel énorme, hein, énorme. Mais voilà, en France, on a tendance à voir la marche nordique que sur le loisir, et la FFA donc a bien compris le truc parce que elle s'est un peu comparé les loisirs, et donc ça fait bon, il récolte pas mal d'argent, environ 4 millions d'euros, mais la redistribution sur la compétition, voilà, est très faible et le développement est très faible en fait. Euh, Parce que pour plusieurs raisons. Alors là, c'est un peu mon combat, ça, mais c'est parce qu'en fait, l'argent qui a été mis là-dedans, part dans les sphères et pour d'autres sports. Alors qu'il fallait d'abord faire du développement au niveau départemental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais bien qu'une course labellisée FFA, un organisateur doit payer une certaine somme d'argent. Déjà, ça coûte cher. Ça coûte peut-être, je sais pas, 250 euros pour un label, alors que déjà, tu sais même pas si tu vas avoir 30 personnes ou 40 personnes au départ. Donc, ça revient à cher, quoi. Alors qu'on aurait fait l'inverse, faire du développement d'abord, puis après partir sur, voilà, récolter les fruits 4-5 ans après, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, voilà. Bon, il y a un championnat, donc il y a 2 titres qui sont décernés, donc un titre de champion de France et un titre du vainqueur du challenge, ce qu'on appelle le Marche Nordic Tour France. Voilà. Mais c'est souvent les mêmes bon, plus ou moins, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, en plus, ils ont rajouté que si tu faisais, par exemple, les marches du Marche Nordic Tour, si tu avais 3 courses, tu étais qualifié pour faire le championnat de France. Donc, ils ont mis des critères comme ça pour le moment. Quoi. Alors on te sent hyper investi et touché par ce milieu. Tu sais, il y a un jour un ami qui m'a dit choisis ton combat, choisis-le bien. Oui. Pourquoi tu as choisi ce combat? Parce que c'est un combat, hein, quand t'affrontes à une fédération, faut avoir envie, quoi. En fait, parce que depuis le départ, il y a une commission de marche au sein de la FFA qui est élu. Alors, enfin, on peut parler un peu technique là, mais il y a des élections en FFA. Bon, voilà, il y a une liste. Bon, ça, c'est la démocratie. Enfin, démocratie indirecte parce que ce sont les ligues qui élisent les présidents euh, au sein de la FFA et non les clubs. Donc ça pose aussi un petit problème parce que les ligues ne sont pas obligées de dire pour qui ils votent. Alors que les clubs votent pour leur ligue. Mais bon, ça c'est un peu... voilà. Donc à partir de là, une fois que l'élection est faite, il y a des commissions qui sont mises en place. Donc les têtes de liste sont mises dans des élections. Et à partir de là, ces gens-là sélectionnent des personnes par le biais de relations, copinage, peu importe. Ils ont mis des gens en place dans la fédération, dans la marche nordique France. Ils ont mis des gens en place qui, en fait, n'étaient pas forcément des spécialistes à la base au départ. Et depuis 6 ans, 7 ans, voilà, on a récolté les fruits des gens qui n'étaient pas vraiment des gens qui étaient déjà en place spécialistes. Et moi, j'étais dans les premiers, en fait, à avoir créé ce qu'on appelle une course bêta-test avec des amis de Nantes, avec des idées bien précises sur comment organiser une course.
Et on a créé ce qu'on appelle une course à boucle, avec une boucle de pénalité comme on fait en ski biathlon. Mais pour nous, c'était un test. Et puis, mais la ligue, la fédération a acté comme ça direct. Voilà, et on est parti sur ça. Alors que nous, on avait d'autres idées à proposer au départ. Mais bon, alors on a voulu aussi essayer de rentrer, nous les premiers arrivés dans la marche nordique, à rentrer dans cette commission pour les aider. Mais jamais ça s'est passé comme ça, parce que non, on doit respecter ce qu'on appelle une charte. Voilà. Alors la charte, moi je veux bien, mais la démocratie, ce serait quand même qu'on puisse élire nos représentants, et c'est pas le cas là, aujourd'hui. Donc et c'est difficile quoi. Le dialogue est très très compliqué. Et pourtant, moi j'ai écrit plein de choses depuis 7 ans, même dans des revues sur ça, mais jamais ils sont venus me chercher pour dire bah oui, on s'intéresse à ce que tu dis, le développement. Alors, une chose importante. Il y a eu la même chose il y a quelques années avec ce qu'on appelle le biathlon français de ski. Il y a un moment, ils faisaient partie de la fédération de ski, et à un moment ils sont partis. Ils ont quitté le. Il y a des gens qui ont quitté le ski parce que ils se retrouvaient pas. Et l'idée du biathlon, alors là, on fait une petite encore aparté, mais tu vois, c'est super intéressant. Le biathlon, quand ils ont quitté la fédération, ils sont partis dans l'idée que le système leur plaisait pas parce que le type de course leur plaisait pas et les règles n'étaient pas bonnes. Et ils ont eu l'idée géniale. Et aujourd'hui, tout le monde regarde le biathlon à la télé parce que tout le monde trouve ça super. Ils ont fait 3 types d'épreuves en biathlon. Ils ont fait une épreuve pour les spécialistes du tir, qui encourage les meilleurs tireurs. Ça veut dire que quand il y a faute, il y a pénalité, d'accord. Ils ont fait une épreuve qui favorise le ski. Le ski, donc ça veut dire que ça va être des parcours beaucoup plus longs. Donc ça veut dire que les meilleurs skieurs, même s'ils loupent au tir, ils peuvent récupérer grâce au ski. Et ils ont fait des étapes intermédiaires. Et moi, je pense que pour la marche nordique, au niveau de la FF1, il faudrait faire à peu près la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on a des courses qui sont trop axées sur la vitesse et non sur la technique de la gestuelle. Et je pense qu'il faudrait faire un mix de tout ça. Alors moi, là, je parle pour moi, mais moi, je suis plus un spécialiste de la technique, donc aucune chance d'être dans les. Aujourd'hui, je suis à peine dans les 100 premiers, tu vois, du classement. Et je me dis que s'il y avait une épreuve technique, peut-être que je serais peut-être dans les 25 premiers, quoi, tu vois. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas un titre mix, tu vois. Parce que peut-être qu'il y a un super athlète qui est classé aujourd'hui en 20e, 22e position, et qui peut-être mériterait d'être champion de France de marche nordique, tu vois. Donc c'est ça que donc je mène comme j'ai dit, un combat, oui, un combat. Bon, des fois c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, j'ai face à moi une grosse structure, une énorme structure avec des juristes et tout ça. Et si si je dis des choses, mais on va me dire, bah oui, mais c'est pas éthique ce que tu dis, tu respectes pas notre fédération. Alors que je suis le premier à l'aimer, ma fédération. Voilà, j'aide sur le bord de la piste, je vais aider des gens, je vais passer du temps. Voilà. C'est juste une question de cette commission qui, pour moi, ne s'ouvre pas face à des gens qui veulent les aider, quoi. Qui aujourd'hui, dans un club qui organise une course, refuserait des bénévoles? Voilà, personne refuse. On a tous envie d'avoir du monde. Et eux, non, ils veulent pas. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'arrive pas à comprendre. Voilà. Je te laisse parler, François. Non, mais moi, j'adore les gens passionnés qui mènent leur désir parce que c'est toujours facile de dire ce que vous faites, c'est pas bien. Ça, c'est quelque chose qui est très facile, peut-être très français, mais c'est toujours beaucoup plus difficile de proposer des choses et des solutions, et puis de prendre des combats comme ça à bras le corps, et puis d'y aller, quoi. Bon, ok, c'est pas bien, mais on fait quoi? Ouais. Et là, en l'occurrence, toi, tu as des solutions, tu as des choses à proposer, quoi. Ah oui, moi j'ai que ça, et il y en avait d'autres qui étaient avec moi au départ qui ont démissionné. Moi je suis le premier à vouloir démissionner, de dire bah voilà, bah vous voulez pas de moi, bah j'arrête quoi. Parce que le faire du sport, c'est pas faire un combat avec des gens, quoi, c'est de partager des choses, quoi. Alors il y a de la démocratie, on peut ne pas être d'accord, mais ça je le respecte tout à fait, hein, mais il faut au moins qu'il y ait un dialogue.
Et là, il y a absolument pas de dialogue. C'est tout le contraire. C'est que c'est l'autruche. Il faut surtout pas nous écouter. Il faut surtout pas, voilà, parce que ils sont partis dans une idée à quelques-uns. Ils sont partis dans l'idée que nous, ce qu'on faisait, c'était de la marche, ce qu'on appelle athlée santé. Mais c'est pas du tout ça. Nous, on respecte ce qu'on appelle l'éthique de la marche nordique. C'est une éthique qui est bien précise. Et eux, ils sont en train de faire un sport qui est dérivé de ça. Alors, ok, moi je suis pas contre qu'on crée des catégories comme a fait le biathlon avec l'évolution du ski, enfin le ski de fond a évolué. Mais demain, je pourrais même créer une nouvelle catégorie. Moi, je serais le premier à être pour le running nordique, par exemple. C'est ce qu'on appelle courir avec des bâtons, en posant un pied au sol et un bâton au sol. C'est très pratiqué dans les pays scandinaves pour l'entraînement des skieurs. Ça aussi, on pourrait créer des courses comme ça. Ça, c'est l'ouverture, ça, je suis d'accord. Mais quand on parle de marche nordique, on doit être dans la catégorie marche nordique. Et là, ils ont créé une catégorie qui est la marche nordique bâton, que j'appelle ça, chrono. C'est un petit peu différent, c'est que c'est un geste qui est beaucoup moins ample. On gagne de la vitesse. Mais demain, ces gens-là seront les premiers à rouspéter quand les marcheurs athlétiques vont débouler avec d'autres techniques, parce qu'ils rentreront peut-être aussi dans la fédération, ces gens-là, un jour ou l'autre. Ils proposeront l'idée et ce sera les premiers à se dire ah non, c'est pas de la marche. Bah oui, mais voilà, c'est des évolutions. Je pense qu'il y a des catégories de sport. Voilà. Je suis aussi l'un des premiers à dire que mon sport, il faut l'emmener sur le stade et pas le faire que hors stade. Par exemple, faire des courses du demi-fond, du 3000, du 5000 avec des juges, voilà, que ça soit hyper technique. Je suis l'un des premiers à proposer ça. Il n'y a jamais de réponse. Tout ce que je leur donne comme solution pour faire du développement, parce que des fois c'est pas facile pour un organisateur de mobiliser des bénévoles, voilà, faire des déclarations en préfecture et tout ça. Alors qu'on resterait dans un stade, là il n'y a plus de problème de sécurité, on peut organiser des choses sympas. Voilà. Et on s'entraîne en plus sur les pistes d'athlétisme le soir, donc je vois pas où est le problème, quoi, pour créer des courses. Donc j'ai une multitude de batteries, je l'ai écrit dans la revue spécialisée de la marche nordique magazine, mais voilà, et en retour, rien, absolument rien. Pas un seul appel, rien, pour dire, ou une convocation, moi j'attends ça, qu'ils me disent, ouais, on vous convoque au siège, choses comme ça, non, il y a rien. Il se passe rien. Et Je, alors ça, c'est le... Et alors, quand il se passe rien comme ça, ce qui fait que, moi, comme je suis un peu breton et sanguin, des fois on déborde. Ah, bah oui, des fois on déborde. On est un peu, voilà. Parce que c'est vrai qu'à force de parler à un mur, des fois, je deviens chaud, voilà. mais bon, que veux-tu que je te dise, c'est parce que c'est la passion, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Et alors, en plus, bon, il y a des choses toute vérité n'est pas bonne à dire, hein, même en podcast, quand on reçoit. Mais bon, des fois, je me demande s'il n'y a pas des conflits d'intérêts, quoi. Bon, après, pour plusieurs raisons, mais bon, je préfère les garder pour moi, parce qu'on sait jamais. Encore une fois, hein, la parole est totalement libre Oui. sur l'instant outdoor et moi je laisse chacun s'exprimer, même si je suis pas toujours d'accord avec ce que les gens disent, mais au moins je les laisse toujours s'exprimer. Ça c'est la vraie volonté du podcast. Et justement, ça me fait une transition toute trouvée. Je voulais te demander quel était parce que là on entend le discours de Dominique. Voilà, qui n'arrive pas vraiment à se faire entendre de la part de la fédération. Mais est-ce que toi, tu es un peu porte-parole de ce message? Quel est le point de vue des pratiquants? Parce que tu entraînes en marche nordique. Quel est leur point de vue à tes adhérents, aux gens que tu accompagnes? Leur point de vue, c'est déjà, ils se rendent compte que la barre est haute, quoi. Là, avant de pratiquer ce sport, avant de faire de la compétition, tout ça, ils se rendent compte que, il y a des bases à apprendre. Et souvent, ils confondent la vitesse et la technique. Je pense qu'on peut pas faire de course si on ne pratique pas d'abord la technique pure. Et après, la vitesse vient. Et ça, c'est difficile à accepter parce que les gars, vous venez de partout. Vous venez de la course à pied, vous venez de enfin, de modules de compétition et on leur dit non, va moins vite, fais de la technique et après tu feras un champion. C'est pas évident ça, je suis d'accord, hein, mais le premier, hein, j'ai commencé à marcher au début, je marchais à 6,6 km/h, ça a duré 3 ans
Et chaque année, j'augmente ma vitesse. Donc ça veut dire même à 50 ans aujourd'hui, ben, je suis encore en évolution. J'arrive à marcher à 8,7 sur des distances de 15-20 km, quoi, tu vois. Donc on progresse tout le temps, mais il faut savoir prendre son temps. Et c'est pas facile. Mais il n'y a pas que autrement, je voulais juste dire aussi, il n'y a pas que la Fédération française d'athlétisme qui organise des courses. Il y a des courses dans les petits villages, des petits kermesses. Bon, voilà, il y a moins de pression là, parce que là, même si, il y a peut-être plus de tricheurs, mais moins de pression. Et puis là, on fait parce que on aime les circuits, on aime la nature, on aime se retrouver à la fin des courses, discuter, voilà. Bon, c'est l'ambiance trail là, de kermesse, quoi. Ça, c'est important pour nous. Ouais, ouais. Et est-ce que l'enjeu de la fédération, c'est pas de rendre ce sport-là plus télévisuel et donc de pouvoir peut-être, alors je sais même pas, tu vas me dire, il y a une discipline aux Jeux Olympiques de marche nordique? Non, non. Non? Voilà, Mais de c'est en train l'amener de... là. Ah bah, alors, alors là, ça va être très compliqué parce que pour faire un championnat du monde déjà, c'est très compliqué. Je crois qu'il faut je sais plus. Alors, je vais dire peut-être une bêtise, mais il faut entre 19 et 27 signatures de fédération. Aujourd'hui, il n'y a pas une fédération en Europe qui est d'accord sur la façon de faire. Parce qu'on a tous alors, on est copiés, ou nous on copie les autres. Il y en a qui sont plus orientés sur la technique, donc sur la vitesse. Voilà. Donc on voit très bien que le mot marchandise, et aujourd'hui, il va falloir clarifier les choses parce que quel axe on veut donner est-ce qu'on veut donner un aspect technique ou vitesse ou autre chose, quoi, parce que voilà. Mais je pense que ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour l'instant de faire un championnat du monde, des choses comme ça, ouais, de marche nordique. Bon, et ben, en tout cas, Mais pourtant, c'est quand même un geste de ski, tu vois. Et alors, c'est pour ça. Et alors, c'était très bien cette année. On était donc à Autran, le fief du ski de fond. Beaucoup d'épreuves de biathlon aussi là-bas, et il y avait sur le circuit, il y avait quand même des athlètes qui étaient là, qui étaient des skieurs, qui sont venus voir la marche nordique, quoi. Et certains ont été surpris de voir des gestuels, mais ils se disent qu'ils seraient même pas envisageables en ski de fond. Alors certes, il y a une petite différence. En ski de fond, leurs bâtons sont un peu plus grands parce qu'ils ont forcément, il y a la vitesse est supérieure, donc il faut une propulsion qui soit plus grande. Mais même on va pas inventer une façon de marcher. T'es obligé de pousser un moment sur tes bâtons pour pouvoir avancer en ski. Et en marche nordique, c'est pareil. Et même eux, ils ne comprennent pas les axes de certains. Voilà. Bon, c'est quand même naturel comme. Mais bon. c'est tout un sujet, tout un débat. Ah ouais, Et non, mais voilà. c'est ça qui est un peu compliqué, peut-être déroutant pour les gens, parce qu'il y a des gens qui veulent se dire, peut-être en écoutant l'émission, bah tiens, je ferai bien un jour une épreuve de marche nordique. Et oui, oui, mais c'est pour ça, avant de faire une épreuve, comme je dis, rapprochez-vous d'un coach qui vous explique tranquillement les choses, et puis voilà, et puis au début, ben, beaucoup ont fait des erreurs parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voulu gagner tout de suite, au lieu d'apprendre. Je sais pas, moi j'arriverai dans un sport, même si je suis, voilà, physiquement je suis au top, j'arrive, mais j'ai jamais fait le sport, et je gaze. Peut-être apprendre aussi à se dire, bah attends, je reste derrière et j'observe ce qui se passe et je demande des conseils, quoi. Parce que voilà, c'est comme tout, faut savoir aussi se faire accepter et que ça se passe bien. Tu vois. Mais ça, c'est l'inconvénient de l'avantage de ce sport, c'est que c'est comme la course à pied. Course à pied, un short, un t-shirt, tu prends une paire de Ouais, baskets, tu vas courir. ouais, T'as pas besoin absolument d'avoir un encadrement pour pratiquer. Alors que tu fais du basket, du hand, du foot, peu importe. ouais, Là, faut aller dans un club avec ouais, un ouais, encadrant qui va te dire là, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Il va te ouais, corriger. ouais, Tu vois. Alors que la marche nordique, tout le monde peut s'acheter des bâtons ouais. et prendre une paire de chaussures et en avant. Ouais. Mais Euh, en 12 ans quand même, enfin ça fait 12 ans que je fais des compétitions, moi. En 12 ans, j'en ai vu des gens venir gagner des courses et tout ça, mais beaucoup se blesser. Et certains des blessures très graves, quoi. Parce que à faire des techniques alternatives comme ça, eh ben, ils se sont aperçus que, eh ben, en fait, à la force de relever un petit peu les épaules, qui est pas un geste naturel quand on marche, eh ben, ça flingue les tendons, quoi. Donc, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés, ou absents. On les voit plus du tout. Donc, si on veut durer, il faut quand même savoir.
savoir les choses, quoi. Et pourquoi faut bien les faire, sinon, bah voilà les risques. Beaucoup ont des problèmes de périostite, de tendons, au niveau des jambes, voilà, quoi. Ça demande aussi de la PPG, de la PPS, ça demande, ça demande aussi avoir une bonne hygiène sur la nutrition, ça demande voilà, plein de choses, hein. On retrouve les mêmes problématiques sur le running, sauf qu'en running, ben, hormis peut-être, il y en a qui vont être la pose du pied, voilà, et il y a le déroulé du pied aussi, bon voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, et puis c'est comme cassé et en plus c'est un public qui est un tout petit peu plus vieux que la course à pied. Donc là, c'est beaucoup plus dur pour eux de revenir après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc faisons les choses bien et voilà. Et puis tout ira bien quoi. Et en Bretagne, il y a des très bons, il y a des très bons coachs. Donc il y a pas de raison de. Alors peu importe la fédération, hein, parce que voilà, la fédération randonnée pédestre fait des choses bien. La FFA, il y a certains coachs qui sont plutôt pas mal. Voilà. Et puis il y a d'autres fédérations. Voilà, les gens se forment aujourd'hui. Et les jeunes ont des diplômes et voilà, ça se passe bien quand même. Donc, mais la base, c'est de prendre quand même quelques cours. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'impact qu'il n'y a pas de risque de blessure. Ouais. Hmm. Ah oui, oui, non, mais non, et puis en plus, faut imaginer, parce que les gens dans la rue, ils marchent à 3,5. Quand ils font de la marche un petit peu plus rapide, ils sont à 5,5. Là, ils vont quand même passer à 10 vitesses, qui vont, voilà, les gens physiques, tout ça, ils vont être à 8, 9. Certains qui courent sont à 8 hein, sur 10 km. Donc voilà, tout le monde ne court pas à 12, 13. Non, mais voilà. Et donc ça va quand même assez vite. Et donc qui dit effort violent, bah, dit tous les risques qui vont avec, quoi. Ouais. Eh ben écoute, Dominique, c'est vraiment passionnant. Enfin, moi, j'adore découvrir comme ça des nouveaux milieux, des nouveaux sports avec des problématiques que je ne connaissais pas. On arrive déjà à 45 minutes d'échange. Oui, je voulais juste dire aussi une autre Vas-y. chose. Moi, alors, ce que je veux dire, c'est que, comme je disais au début, donc j'ai fait 6 ans de marche nordique avant de me mettre à courir. Parce que moi, j'arrivais pas à courir. Et puis, petit à petit, ben, j'ai bien vu que j'étais très très bien au niveau cardio à courir. Aujourd'hui, j'ai réussi, pardon, à faire le demi endurance trail des corsaires. Donc c'était 37, 36 km, je sais plus quoi. J'étais content, quoi. Et je m'aperçois que ben alterner les deux sports, ben, c'est génial, quoi, parce que ça m'a donné du fond, ça m'a donné du fond et du physique. Et je suis content parce que j'espère qu'un jour, ben, je vais pouvoir me lancer sur un 100 km, même à 50 ans, lancer sur un 100 km en alternant marche nordique et marche ou course à pied. Voilà. Donc ça veut dire que ça donne de l'espoir à des gens de repartir ou qui ont eu des blessures, de repartir et de retrouver une condition physique pour repartir sur le running. Et ça, c'est super intéressant aussi. Bah, j'ai reçu Bertrand Lelouch Oui, sur le podcast et qui pratique lui aussi ce type de sport et qui, je crois que c'était avec Bertrand dont on parlait oui, je connais bien. de l'ultramarin, où moi j'avais vu des gens partir au départ hein, Oui, en marchant. oui, oui. Et puis ces personnes-là sont très loin devant certaines personnes qui Qui partaient en court. courant et qui se Ouais, cramaient. ouais. Donc, Ils ont juste un petit souci, je crois, ceux qui font ça, l'ultramarin, le 177, c'est au niveau de la dentition. Souvent, faut pas avoir de problème de dents, parce qu'il y a quand même des vibrations avec les bâtons. C'est sur la longue distance, c'est alors sur la longue distance, je pense que c'est plus de la marche bâton, tu vois, que de la marche nordique, parce que c'est comme je t'ai expliqué, c'est la pratiquer 1 heure, 30 déjà parfaitement, c'est difficile. Alors t'imagines sur 2 jours, c'est très compliqué. Mais voilà, ça permet aussi d'aider à la marche. Et c'est c'est un beau challenge, hein, ceux qui font ça. Moi, je suis en admiration, hein, peu importe la façon de faire, c'est génial, quoi. Ouais. ouais, Mais attention aux vibrations. Aux vibrations, quand même, ah, choisir les bons bâtons, les vraies marques de bâtons, les vraies marques de bâtons de ski, c'est très important. Faut pas forcément choisir un bâton qui est français. Faut réfléchir. Faut prendre des bâtons qui ont fait leurs preuves, fabriqués par des spécialistes du ski. t'as une Ça- recommandation
Ah particulière? non, mais moi, non, mais moi je dis toujours, choisissez un vrai fabricant de marque de ski. Pour moi, c'est important parce que ils savent, euh, ils savent encaisser les chocs, quoi. Alors moi, j'utilise je veux pas faire de pub pour un ou pour l'autre. J'utilise trois types de bâtons. J'utilise des bâtons pour la compétition. Ce sont des bâtons qui vont être très très rigides, donc un rendement énorme, mais qui vont, voilà, on les sent dans les muscles. Pour la promenade, j'utilise des bâtons de la série Onway. Alors j'ai pas dit la compétition, c'est KV+, c'est une marque de ski. Euh, la balade, c'est Onway. C'est des bâtons qui me permettent de faire des sauts. Parce que la marche nordique aussi, c'est aussi en loisir, c'est faire des sauts. On dirait du trial en moto, des choses comme ça, tu vois. On peut sauter des roches, on peut sauter des flaques d'eau, on peut s'amuser et faire plein de choses très intéressantes avec les bâtons. Donc tu vois, là, on est dans un mode loisir, loisir actif, saut. Et puis autrement, j'ai un autre bâton pour ce qu'on appelle quand je suis sur de la piste, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est un bâton intermédiaire de marque française que j'ai aussi. Bon, voilà, ou des marques. Je travaille en ce moment aussi avec Gabel. Gabel qui est en train de développer un bâton. Là, je vais les avoir en proto bientôt parce que je teste du matériel en proto. C'est des bâtons avec des cartes électroniques dans chaque poignée pour pouvoir avoir des ratios. Les skieurs italiens l'utilisent aujourd'hui. C'est pour avoir ce qu'on appelle les accéléromètres de la vitesse de retour de l'arrière vers l'avant, pour savoir l'angle des bâtons, pour voir si l'amplitude entre les deux bâtons sont, tu vois, ils travaillent beaucoup sur la gestuelle grâce à des données. Mais aujourd'hui, tout est avec des éléments connectés. On peut avoir plein d'informations sur la poussée, sur la force que tu emploies. Tu vois, il y a plein de choses, quoi. Donc C'est tu vois que ça. incroyable. Ah ouais, non, mais mais c'est incroyable. Mais tout ça, ça vient du ski. Hein. Faut pas croire que aujourd'hui, par exemple, une poignée, par exemple, sur les bâtons de ski de compétition, c'est en carbone et ça va être 3 grammes. Mais 3 grammes répétés sur un geste de biathlon, faut imaginer combien de temps elle dure l'épreuve, elle dure 1 heure et demie. C'est énorme là, en force, en tonnes, quoi. On compte en tonnes de poussée, quoi. Et à chaque fois, voilà, c'est des trucs de fou. Et tout ça, ils sont en train de travailler là-dessus, quoi, pour Hmm. optimiser le rendement de l'athlète et avoir la meilleure performance possible, quoi. Ouais. Trop bien. Et la marche nordique, deux, 3 ans après, est en train de suivre le pas et avoir le matériel aussi des skieurs et tout ça. Voilà. C'est, parce qu'il faut toujours faire le mieux possible. Il y a que les applications des montres, pour l'instant, on est un petit peu en retard, parce que Garmin a refusé un prototype, voilà, de balancier pour savoir s'ils vont balancer bien les bras. Pour l'instant, ça les intéresse pas. Bon, voilà, mais le jour où on va passer comme autant de marcheurs que de coureurs, là, tout de suite, ils vont s'engouffrer. Hein. On voit bien les marques de sport. Aujourd'hui, on va chez Decathlon, on voit bien, ils ont créé depuis 2 ans, 3 ans une gamme de marches, quoi. La marche active, la marche. Il y a une nouvelle paire de chaussures qui va sortir en novembre chez Decathlon pour la marche nordique compétition. Voilà. Mais toutes les marques, Adidas est revenu avec toute la gamme T-Rex, tu vois, il y a plein de Salomon était voilà dans le trail, on voit bien qu'ils sont sur la rando, le trek et la marche active. Donc il y a des clients derrière, donc ils vont tous essayer de s'engouffrer dans le marché. Effectivement, hein, on peut repenser au rayon running d'il y a quelques années. Et il y avait un petit encart pour le trail et maintenant c'est un rayon à part entière. Ouais. Donc effectivement, quand on voit les rayons s'agrandir, c'est qu'il y a de plus en plus de monde à le pratiquer, évidemment. Ouais. Oui. Une autre petite aparté. Moi, je suis un peu par contre déçu sur les magasins de sport aujourd'hui, du style, par exemple, je vais citer deux marques, Intersport ou Go Sport. Je trouve que ce ne sont plus des marques spécialisées en fait dans le sport vraiment. Et on est en souffrance, je trouve, en France. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une enseigne qui se lance vraiment dans la spécialité, enfin la spécialisation des sports en fait. Le trail, le running, la marche. Tu vois, on a l'impression qu'ils vendent plus de vêtements de loisirs que de vêtements de sport vraiment, quoi. Donc, je sais pas comment on fait aujourd'hui, par exemple, un golfeur pour trouver du matos. Je sais pas comment on fait un volleyeur pour trouver du matériel. Tu vois, c'est un marcheur nordique qui devrait avoir accès à au moins 10 marques de bâtons. On est en souffrance, je trouve, dans le sport. Même chez Decathlon, c'est parce que c'est leur marque à eux, mais il y a, voilà, il y a une certaine souffrance, je trouve, du,
Bon, ça c'est une aparté personnelle. Hein, Alors, c'est peut-être l'arrivée d'Internet qui a cassé un peu ces petits magasins qui vendaient des choses un peu plus spécifiques. Je pense par exemple à un magasin qui existait sur Quimper qui s'appelle Run and Swim, où tu trouvais des articles de course à pied et de natation que tu trouvais pas forcément dans des grandes enseignes, qui a disparu. Voilà, c'est peut-être aussi ça la cause, je sais pas. Mais effectivement, je saurais pas où aller s'il fallait que j'achète du matériel voilà. pour les sports que tu as cités, ouais, effectivement. Ouais. Bon, par contre, parce que bon, dans les conclusions, ce que je veux dire, c'est que depuis le Covid, moi qui parcours beaucoup de distances quand même, je m'aperçois qu'il y a un retour des gens sur les circuits outdoor, quoi. Donc, je vois plus de monde qu'avant. Bon, après, est-ce que ça va durer, je sais pas. Je me suis aperçu aussi au sein de mes associations de running que les gens avaient pris beaucoup de poids pendant la période du Covid. On a perdu beaucoup de licenciés. Va falloir être vigilant au niveau de l'État ou de partout parce que voilà, ce sont des gens de pas pratiquer de sport, c'est des gens qu'on va retrouver après pas très en forme, voilà. Et donc j'aimerais bien entendre des gens qui se présentent aux élections, des gens qui parlent de sport, quoi, de sport outdoor, de sport en général, et j'entends jamais rien sur ça. Et je trouve que c'est ça. Même moi, si je suis pas un professionnel, je suis juste un bénévole, hein, mais bon, je m'aperçois quand même que la France, on va souffrir, quoi. On va souffrir sur ça. C'est un acteur là qui a dit qu'on a prolongé la vie, mais on l'a vidé de sa substance. Avec toutes ces mesures covidiennes. D'accord. Ouais, je sais plus qui c'est. Bon, bref. Ouais. Mais effectivement, c'est un point de vigilance et le sport santé doit rester aussi la priorité, de faire attention à ce qu'on fait pour se maintenir en bonne santé et puis de pas faire n'importe quoi. Je crois que c'est un peu le message de notre enregistrement, c'est de bien faire attention à ce qu'on fait, de bien le faire, Oui. d'y aller progressivement. Et par contre, et aussi les gens ont peut-être pris goût aussi de faire maintenant du off. Hein. Il y a un peu plus de off peut-être. Et attention les habitudes parce que ça va être compliqué si c'est ça, hein, parce que le off c'est aussi des problèmes de sécurité, des problèmes de voilà. Et donc quand il y a une organisation, c'est quand même des choses quand même carrées. Donc bon voilà. Mais bon, moi je sais que sur la marche, je vois un peu plus de monde sur les circuits. Mais bon, est-ce que ça va durer? Ça, j'en sais rien. Alors c'est Édouard Baird qui a dit « On fait tout pour prolonger la vie, tout en la vidant de sa substance ». Ah d'accord. Okay. Bon bref. Ouais. Non, mais en tous les cas, je suis très content d'avoir parlé un petit peu même si je pourrais en parler pendant des heures de la marche sur des sujets bien précis, et en espérant que des gens nous écoutent et puis que ça soit bien relayé après parce que il y a quand même des messages importants dedans. Et non, mais moi je vous invite tous à venir faire de la marche, venir faire du croisé, c'est très très important. Voilà. Et puis toi François, je continue à te suivre aussi parce que je suis en admiration de voir ce que tu fais, donc c'est bien. C'est bien aussi de voir des gens comme toi parler de ça et de faire des choses. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton message et effectivement si vous êtes marcheur nordique ou si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui serait lui aussi intéressé et puis pour diffuser un peu le message aussi de Dominique et puis merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir parlé avec toute cette franchise qui te caractérise. Merci beaucoup Dominique et à bientôt. Merci, à plus. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.